Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débat. Aujourd'hui, nous parlerons d'éducation, nous parlerons de l'école béninoise et surtout des déviances morales et sexuelles qui la secouent depuis un moment. Durant 52 minutes d'horloge, mes invités et moi passerons en revue les causes de ces dérapages observés. Nous tenterons également dans cette émission de proposer des approches de solutions. Et pour la circonstance, j'ai invité notre Guidimin, il est journaliste spécialiste des questions éducatives et également Eddy Camille Toto, il est psychopédagogue. Eddy et Enoch, bonjour. Bonjour Arim, bonjour à toutes et à tous. Alors bonjour Arim, bonjour chers internautes de IBI. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors le décor est ainsi planté, mais je voudrais quand même, avant tout propos, qu'on rende hommage à une figure emblématique de la République, à un réformateur, un éducateur, un édificateur républicain. Je veux parler de Poirot, Yves Tchabi, le ministre. Fauché par la mort, et la mort l'a arraché à notre affection le 20 dernier, le 20 février dernier, de suite d'un accident de circulation. Eddy Camille Toto, une grosse perte, n'est-ce pas? Une perte, oui, une douleur, oui, une tristesse, oui aussi, et ça fait mal de se rendre compte que face au mystère de la mort, l'homme est impuissant. S'il n'en tenait qu'à la volonté humaine, nous aurions tous souhaité que le ministre Yves Kwaro Chabi, pour cette personnalité qu'il a représentée, qu'il a incarnée, pour les défis qu'il a relevé au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, et surtout pour les réformes qu'il a entreprises dans ce sous-secteur. Nous aurions bien souhaité que l'œuvre soit continuée par lui. Malheureusement, c'est Dieu qui a tracé le destin de chacun. C'est Dieu qui donne la vie, c'est encore lui qui la reprend, et c'est lui qui sait à quelle heure, à quel moment et dans quelles circonstances chacun de nous partira de ce monde. Je voudrais à nouveau, à votre suite, dire toutes nos condoléances aux familles éplorées, à son épouse, à ses enfants, à tous les acteurs de l'éducation d'ici et d'ailleurs, et à la République, et que le Seigneur, dans sa miséricorde, reçoive auprès de lui son âme. Alors, la même question pour... Oui, Arim, je ne voudrais pas commettre un crime de lèse-majesté. C'est très bien d'avoir introduit ce sujet-là en début d'émission. J'avoue que cette nouvelle m'a éplapoudi. C'est une nouvelle qui a touché tous ceux-là qui sont acteurs du système éducatif béninois, tous ceux qui ont une appétence particulière pour l'homme et qui travaillent avec l'homme parce qu'il est très accessible. Il fait partie de l'un des ministres les plus simples du gouvernement. Il est à l'écoute, il est doté d'une bonhomie notoire. Je ne dirais pas que c'est un hommage que je rends à titre posthume, mais quand nous avons eu l'occasion de le recevoir dans nos locaux, on a été franc avec lui, nous avons joué la carte de la franchise, et comme le disent les latins, qui s'aille passer, qu'il repose en paix simplement. Tout à fait. Alors, qui repose en paix, toutes les condoléances adressées à toute la famille Tchabi, également à toute la République. Nous, on vit encore, on va continuer par travailler, on va continuer par pousser très haut l'étendard de notre pays. D'ailleurs, nous allons débattre d'un sujet qui, vous savez, ça fait partie de ces réalités qui tombent même les résultats dans nos milieux éducatifs. Alors, je reste avec vous et notre idée pour la toute première question. Dites-nous ce qui peut bien expliquer la fréquence de ces cas de déviance morale et sexuelle qu'on observe un peu partout dans le pays.
Alors, c'est un sujet d'actualité, hein, c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. C'est un sujet qui suscite émoi et interrogation, en ce sens que l'école, notamment les acteurs, quand on parle des acteurs, on parle des élèves, on parle des enseignants, on parle bien même des parents d'élèves. Et pour finir, on parlera de l'État en tant qu'institution. Et donc, tous ces acteurs-là sont impliqués. Les déviances morales, voire sexuelles qu'on observe de nos jours dans nos écoles sont dues exclusivement, je vais dire, à la démission. La démission du côté des parents d'élèves, la démission, oui, du côté des enseignants également, la démission du côté de l'État. Et par extension, on pourra dire que les réseaux sociaux numériques, parce que quand on dit réseaux sociaux, là où nous sommes aujourd'hui, c'est déjà un réseau social. Mais quand on vient parler de Facebook, de WhatsApp, TikTok et autres, alors ce sont des réseaux sociaux numériques. Et donc ces réseaux sociaux numériques contribuent inévitablement à cette déviance-là qu'on observe en milieu scolaire. Et je pense que les parents, quand je parlais des parents aussi, il y a le fait que les parents aujourd'hui n'ont plus trop le temps, voilà, de s'occuper des enfants. On est derrière sa pitance. On veut juste trouver les moyens nécessaires qu'il faut pour répondre aux besoins pécuniaires des enfants, sans pour autant trouver le moment idéal pour parler avec les enfants, ne serait-ce que pour mettre en pratique ce qui est proposé dans le guide de référence pour la conduite du dialogue parent-enfant en santé sexuelle et reproductive. Parce que c'est un guide qui existait, je vais dire, au niveau des CPS, aujourd'hui c'est GUP, et qui était à la disposition des parents d'élèves. Les parents d'élèves avaient la possibilité de se rapprocher des SCCPS, ne serait-ce que pour s'approprier le contenu de ces guides-là, qui mettent un point d'honneur à la manière dont les parents doivent se comporter avec les enfants, ne serait-ce que pour éviter ces déviances sexuelles, voire morales, dont on parle. Alors, vous avez indexé également l'institution étatique. Vous avez parlé du gouvernement, par exemple, vous avez parlé d'Armadon, quand on parlait de la démission des parents, vous avez parlé des enseignants également. À quel niveau les enseignants, la démission se situe au niveau des enseignants là? Alors, les enseignants, vous savez, aujourd'hui on constate que l'éducation se focalise essentiellement sur les notes. Comment faire pour que l'élève que j'ai en face de moi, les apprenants, aient de bonnes notes et passent en classe supérieure. L'éducation, l'enseignant qui doit incarner l'exemple. Parce qu'on dit que les enfants copient vite ce que nous faisons. Si à la maison c'est raté et que l'enfant est à l'école, au cours de l'année, on a 9 mois, hein, je suppose. Enfin, c'est 9 mois. Cela voudra dire que l'enfant passe beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. Et donc, l'enseignant se présente là comme le modèle de l'enfant. Si l'enseignant, je vais dire, pour sauver son image, parce que l'objectif, je me dis, c'est comment faire pour que l'enfant ait de bonnes notes pour passer en classe supérieure. Dans ce cas, on met l'accent sur l'instruction que sur l'éducation. Et c'est en cela que je trouve, moi, qu'il y a une sorte de démission qui s'observe là. Si la chose était respectée par bien des enseignants, on aurait évité beaucoup de choses. J'ai parlé de l'État aussi. C'est vrai qu'il y a eu des tests qui encadrent, voilà, le comportement dans les écoles. Il y a la loi 156, je crois, ou je me trompe, qui est là et qui donne les alternatives qu'il faut pour encadrer les apprenants. Au départ, dans un passé récent, nous, on avait connu le châtiment corporel. Aujourd'hui, j'avoue que ce châtiment n'a plus le droit de citer. Cela fait partie quand même de l'une des raisons, parce qu'on dit souvent que c'est à l'esclavage qu'on obéit. C'est quand vous arrivez à titiller l'enfant, à lui mettre une pression, donné que l'enfant arrive à obéir. Si aujourd'hui, les enfants, en écoutant même le bruit du moteur de leurs enseignants, n'ont plus peur. Les enfants aujourd'hui ont la capacité de s'asseoir dans un bar avec les enseignants sans crainte, sans avoir peur. Mais nous, en notre temps, quand tu es assis en classe ou bien à la maison, que tu vois ton enseignant déambuler
mon Dieu, tu vides les lieux. Donc il y a ça aussi qui n'existe plus et qui font le lit justement à cette déviance dont on parle là. Vous parlez tantôt de la démission des parents, vous avez parlé également des enseignants. Et aujourd'hui, vous dites que l'enseignant, il insulte, il insulte plus qu'il ne dit. Alors, est-ce que la jeunesse des enseignants que nous avons aujourd'hui dans nos lycées et collèges ne contribue pas un peu à la perte de repères de nos apprenants? Parce que l'enseignant, autrefois, c'était en salle, par exemple, qui pourrait être un modèle pour l'enfant. Mais aujourd'hui, est-ce que la jeunesse des enseignants que nous avons aujourd'hui ne participe pas un peu Est-ce qu'il faut dire que c'est la jeunesse? On peut être jeune et sage, hein? On peut être jeune et sage. Et si on a un amour pour le métier, je pense que ces choses n'ont pas le droit de citer. Un enseignant qui embrasse le métier parce qu'il n'a pas trouvé mieux ailleurs, il embrasse le métier pas dilettantisme, j'ai l'habitude de le dire, il est dedans, en gardant l'esprit que dans un futur proche, il peut trouver mieux ailleurs et sortir. Soyez sûr que vous allez constater des choses qui ne correspondent pas à sa corporation. Et là, on parle de la morale professionnelle. Vous savez qu'il y a des enseignants qui courtisent les élèves. Et on en a connu un cas dans le département de Lemay. Je ne vais pas donner le nom d'une école ici. Et donc, je pense qu'il faut aussi mettre en lumière l'éducation de base que celui-là a reçue avant d'embrasser ce métier-là. Et donc, je ne dirais pas forcément que c'est la jeunesse, parce qu'on peut être jeune et sage. Sinon tous ceux-là qui ont, tous les vieux qui ont des barbes, on va les appeler des sages. Les barbes blanches, on va les appeler des sages. Alors je reviens, mais pour l'instant, je vais écouter Eddie Kamikoto sur la question. Eddie Kamikoto, comment sommes-nous arrivés à ce stade aujourd'hui? Ce tableau peint en noir totalement dans cette page-là. Merci Harim. De tout temps, les déviances ont existé. Les déviances et les erreurs comportementales au niveau de toutes les couches de la société ont existé. La fréquence. Mais aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est la fréquence avec laquelle on assiste à ces comportements déviants et surtout en milieu scolaire, l'institution qui devrait en principe incarner les valeurs et les vertus. Je voudrais rappeler que la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale précise en son article 1er que l'éducation constitue et demeure la première priorité nationale. Et si l'école a cette mission d'éduquer, c'est qu'en principe, on ne devrait plus continuer à se concentrer dans les écoles sur l'instruction seule au détriment de l'éducation. L'école a donc un double rôle tel que cette loi lui en fait l'attribution, c'est-à-dire le rôle de scolariser ou d'instruire, mais le rôle aussi d'éduquer. Il faut faire remarquer, comme Enoch le disait, que de mieux en mieux, on se rend compte que l'école se focalise sur son rôle d'instruction. Est-ce qu'on lui donne les moyens? Est-ce qu'on donne les moyens? Je pense que les acteurs de l'école ont les moyens. Les acteurs de l'école, c'est vous et nous. Enoch a cité, il y a les parents, il y a les apprenants, les enseignants, les différentes administrations, il y a le corps de contrôle, il y a les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, il y a l'État central. Et toutes ces composantes-là constituent en réalité les acteurs de l'éducation. Et je pense que chacun a toujours joué le rôle qui est le sien. Malheureusement, ce qui marche mieux chez nous, c'est les tests, les lois, les décrets, les arrêtés. Mais ce qui ne marche pas vraiment, c'est la mise en œuvre de ces tests que nous-mêmes, nous avons choisi pour avancer sur un terrain, je dirais, d'excellence. Et puis, quelqu'un dira que la force d'une société, c'est Sénèque qui l'a dit, la force d'une société, c'est sa capacité à respecter ce qu'elle-même a décidé de faire. Malheureusement, nous prenons les tests
mais la mise en application ne suit pas, la mise en œuvre ne suit pas. Et donc je parlais du rôle premier de l'école, qui est non seulement d'instruire, de scolariser, mais aussi d'éduquer. Ce rôle qui n'est plus forcément mis en œuvre aujourd'hui. On ne constate plus vraiment dans les écoles qu'on est préoccupé par l'éducation des enfants. On se préoccupe, comme Enoch l'a dit, de scolariser, d'instruire, de transmettre des connaissances livresques ou intellectuelles, et ça s'arrête là. Si bien que le côté comportement, attitude, discipline est en train de prendre un coup. Et c'est ça justement qui conduit à cette déviance On a quand même le contrôle au sein des établissements. non, mais vous savez, c'est vrai, Enoch l'a dit, l'arrêté 156 qui indique les conduites à tenir, je veux parler du règlement intérieur en œuvre ou en vigueur dans les établissements secondaires techniques et de la formation professionnelle, cet arrêté-là, à partir du point 142, a précisé par exemple la grille des sanctions liées à un certain nombre de comportements. Malheureusement, il se fait que cet arrêté, je peux dire que dans les écoles aujourd'hui, tout le monde ne respecte pas le règlement intérieur. Les apprenants, parfois, n'en ont même pas connaissance. Et ils ne savent pas quand ils sont sous telle ou telle autre infraction, les sanctions qui leur sont appliquées, ils ne le savent pas. Donc, il y a déjà un défaut de communication à ce niveau. Mais je pense que l'école fait aujourd'hui quand même des efforts pour, même si ce n'est pas comme on l'aurait souhaité, l'école fait de petits efforts pour amener les apprenants à rester dans la droite ligne. Dans une école aujourd'hui, vous ne verrez pas un collège, par exemple, sans un surveillant général ou plusieurs, compte tenu de l'effectif. Vous ne verrez pas une école sans un chef d'établissement. Vous ne verrez pas une école sans un préfet des études. Vous ne verrez pas une école, etc. Donc, toute la structuration administrative qu'il faut imprimer pour que, à côté de ce qui est instruction, on puisse avoir une certaine attitude comportementale. Je pense que les autorités font l'effort de mettre cela en œuvre dans les écoles. Mais comme je l'ai dit, c'est dans la mise en application, dans la mise en œuvre des tests que le problème se pose. Et si on en est arrivé là, c'est aussi que la loi 2003 que je venais d'énoncer n'est toujours pas respectée. Cette loi, par exemple, en son article 3, rappelle que l'école doit permettre à tous d'avoir accès à la culture, à la science, au savoir-faire, mais aussi au savoir-être. Comment est-ce qu'on se comporte dans la société? Et ça ne se limite pas à la transmission des connaissances intellectuelles. Ça va bien au-delà. Et l'article 6 qui renchérit, l'école doit former des citoyens intellectuellement et moralement équilibrés. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde se préoccupe de la formation intellectuelle, au détriment de la formation morale, qui a aussi le rôle attribué à l'école. Et donc, les apprenants, quand ils commencent surtout par grandir, quand ils passent de l'enfance vers la période pubertaire ou vers la préadolescence, visant l'adolescence, il y a beaucoup de comportements qui commencent par voir le jour au regard des transformations physiologiques, physiques, psychologiques et même physiques qui interviennent à leur niveau. Et ça fait que à partir de 12, 13, 14 ans, on peut retrouver un jeune qui enfant était plus sage, mais aujourd'hui ne l'est plus. Et quand ils évoluent, je veux parler de 15, 16, 17, 18 ans, les comportements déviants prennent encore de la densité. Parce que justement, l'école qui devrait veiller au grain n'a pas eu le temps de le faire. Mais alors, je pense qu'il ne faut pas incriminer exclusivement l'école. Parce que les responsabilités, l'école ne saurait à elle seule jouer ce rôle de façon efficace. Enoch a rappelé les différents acteurs. Et je pense que les parents constituent d'abord ces premières personnes, cette première structure qui doit pouvoir imprimer à chaque enfant les règles de conduite, de savoir-vivre et de savoir-être. En réalité, l'éducation commence depuis la maison. Et quand nous parlons de ces déviances, il n'est pas dit que tous les enfants aujourd'hui, tous les apprenants que nous avons aujourd'hui commettent ces bêtises ou bien ces erreurs-là dans la société. Non. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont sages, il y a des enfants qui sont disciplinés, il y a des enfants qui sont conscients et qui ont des comportements vertueux en dehors de leur maison. C'est dit que les parents de ces enfants-là ont su imprimer le rythme éducatif qu'il fallait. Et je reviens donc sur le rôle des parents. C'est fondamental que lorsque l'enfant naît et qu'il commence par faire ses premiers pas à la maison, c'est aux parents, au regard de ce qu'ils voudraient que l'enfant soit,
d'imprimer les valeurs éducatives. On dit que c'est une trilogie, l'éducation. Il y a la famille qui éduque, il y a l'école qui éduque, mais il y a la société aussi qui vient parachever ce que l'école et la famille ont entamé. Donc, c'est un tout. Les parents aussi ont leur responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Et puis, vous avez demandé, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? La pression, parfois, au niveau de l'école. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une salle de classe où il y a 50 élèves ou 50 apprenants, les 50 n'ont pas forcément le même parcours éducatif. Ils n'ont pas vécu dans la même famille, ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas connu les mêmes réalités familiales et sociales. Ça veut dire qu'il y en a qui sont bons au plan vertueux, il y en a qui sont un peu bons, mais il y a d'autres, comme on le dit, qui sont presque irrécupérables. Et malheureusement, il se fait que ceux-là qui ont des comportements de plus en plus déviants viennent contaminer les autres qui n'ont pas la maturité requise. Et justement, c'est à cela que... Donc, il y a le mimétisme qui caractérise bien nos jeunes enfants aujourd'hui. Puisqu'ils ne sont pas tous matures pour savoir distinguer le bon grain de livret, ils ont tout fait d'adopter des comportements déviants qu'ils ont vu leurs autres camarades faire. J'ai connaissance d'apprenants qui ont commencé par exemple par aller sur des sites pas indiqués pour les enfants parce qu'ils ont vu certains de leurs camarades à l'école le faire. Et puis le règlement intérieur, Enoch l'a rappelé, en principe ça devrait être respecté parce que dans ce règlement il est dit que les apprenants ne doivent pas venir à l'école avec un téléphone portable. Mais comment en est-on arrivé là? Comment ça se fait qu'un élève se retrouve à l'école, dans les murs de l'école, avec un téléphone portable à l'insu de toutes les autorités compétentes qui sont capables de vérifier ou de contrôler normalement, régulièrement, j'allais dire, ces objets proscrits par l'école. Autre raison, le manque de sensibilisation. Dans nos écoles, j'ai comme l'impression qu'on ne sensibilise pas assez, donc on n'éduque pas assez. Les problèmes sociétaux. Aujourd'hui, on a les violences, la normalisation des comportements déviants et toxiques. Aujourd'hui, Enoch a bien fait de peindre l'avènement des réseaux sociaux qui n'est pas toujours en l'avantage des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de comportements qui sont en train d'être brandis comme des comportements modèles de la société. Je veux parler des comportements ou des attitudes toxiques. Aujourd'hui, se mettre à nu sur les réseaux sociaux, ce n'est plus scandalisant pour notre société. Ce n'est plus un scandale de voir que des gens se mettent à poil sur les réseaux sociaux. C'est bien grave. C'est vrai qu'on va y revenir. Non, mais... Bien sûr, j'en viens. Les impacts des technologies de l'information, de la communication et des réseaux sociaux sont donc, comment dire, c'est un couteau désormais, je ne dirais pas à double tranchant, mais à triple tranchant. Et il faut donc commencer par faire attention à ce détail. Il y a la culture aussi de la minimisation, de la banalisation. Vous savez, aujourd'hui dans les écoles ou en milieu scolaire, il y a de petits actes qui commencent, de petites déviances entre élèves ou parfois même entre des personnes qui ne sont pas forcément élèves et entre les élèves. On a parlé tout à l'heure des éducateurs qui tous ne se retrouvent pas forcément en odeur de sainteté par rapport à la mission qui leur a été confiée. Et donc, quand les attouchements commencent, parfois les concernés ou les victimes n'ont pas le courage d'en parler parce que soit ils banalisent ou ils ont la peur au ventre, ils se demandent ce qu'il adviendra si d'aventure ils devraient dénoncer leur camarade ou dénoncer l'éducateur qui en est l'auteur. Il y a donc la peur de dénoncer, mais par ailleurs la précarité des parents ou des familles. Il y a des parents aujourd'hui qui n'arrivent plus vraiment à subvenir aux besoins de leurs enfants, de leur progéniture. Et quand les filles, malheureusement, se voient livrées, mais je ne dis pas que c'est une raison. Parce qu'il vaut mieux être pauvre et digne. Il vaut mieux rester, et ça j'insiste là-dessus, il vaut mieux rester pauvre et digne. Si c'est s'en sortir dans la vie, il y a toujours des moyens et des solutions pour y parvenir. Et pour finir, les comportements même de certains parents. Quand les parents même ne constituent pas des modèles pour leurs enfants, ça peut conduire les enfants à aller vers les déviances comportementales. Alors, on a parlé des parents qui ont démissionné, qui ont abandonné dans le rôle d'éducateur, de modèle. Voilà, ceux qui devaient servir de modèle aujourd'hui, ils sont tout le temps partis. Voilà, les enfants ont à peine vu papa. Et alors que l'enseignant également qui
reçoit l'apprenant à l'école aussi n'a pas su inculquer voilà, la figure, n'a pas cette figure-là autoritaire dont l'enfant a besoin pour apprendre et pour apprendre de ce enseignant-là. Alors, finalement, je vous adresse encore une question, mais cette fois-ci on change d'acteur. J'avais parlé de la jeunesse des enseignants, maintenant on parle des parents. Il y a également le défaut de maturité également au niveau des parents qui pose problème, parce qu'il n'est pas parent qui veut, et c'est qui peut. Et aujourd'hui, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et on connaît les types de parents en griffe que nous avons aujourd'hui. Quels sont les parents avec les enfants que nous avons aujourd'hui là, qui sont dans nos écoles, qui remplissent les écoles aujourd'hui, les parents à quel âge? Et sur ça aussi ne pose pas problème également. Écoutez, ça pose un problème aussi parce que aujourd'hui, vous avez de jeunes filles, de jeunes hommes qui deviennent du jour au lendemain papa ou maman, voilà, parce que ayant trouvé assurément de l'argent facile, ayant pris comme, je vais dire, la NAC, un gagne-pain, se retrouve à s'offrir toutes les filles qu'ils veulent. Et donc, dans ce contexte-là, les filles tombent enceintes, on fait l'effort de vouloir faire avorter cette fille, ça ne marche pas. L'enfant naît, on devient Manu Militari. Donc c'est en cela que je félicite le gouvernement qui a mis en place l'école des parents où les parents sont convoqués, pas pour les arrêter, mais ils sont là pour être habitués au rouage ou officiel, c'est-à-dire la parentalité bienveillante, comment il faut se comporter avec son enfant, comment il faut échanger avec l'enfant. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut créditer au profit du gouvernement. Parce que, vous savez, les jeunes qui deviennent parents de façon forcée n'ont pas forcément les notions qu'il faut. Et c'est en cela que vous voyez des filles, enfin des femmes aujourd'hui avec un enfant ou deux enfants. Et là, on parle de l'éducation monoparentale. L'éducation monoparentale vient aussi agir sur l'éducation de l'enfant parce que vous êtes deux à mettre au monde l'enfant. Et finalement, c'est une seule personne qui se retrouve à éduquer l'enfant. Cela pose un problème de déséquilibre. Il y a l'affection qui manque. Parce que si l'homme est tout le temps seul, au milieu de l'ouragan, c'est lui seul qui vient pour apporter le soutien à l'enfant, à un moment donné, il va s'époumoner. Si c'est la femme, la même chose, à un moment donné, il sera fatigué. Et donc, c'est en cela que je rejoins Molière qui dit dans son livre Les Fougueries de Scapin, je cite, l'éducation des enfants, c'est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Fin de citation. C'est pour dire que si vous vous mettez ensemble ou si vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour avorter une grossesse, mais Dieu en a décidé autrement, faites l'effort d'être aux petits soins pour assurer un avenir radieux à cet enfant-là. Sinon, nous avons probablement des bombes à retardement et c'est ce qui explique cette déviance-là. Vous allez voir, aujourd'hui, vous l'avez effleuré dans votre protocole de questionnaire, il y a ce qu'on appelle la tontine sexuelle qui est en vogue aujourd'hui, et il a dit, les choses qui étaient extraordinaires deviennent ordinaires. Ça peut exister dans un passé très récent, peut-être, je vais dire, 5 ans, 10 ans, encore que nous, dans notre organe, on a produit un article en 2013 sur la tontine sexuelle. Qu'est-ce que vous avez dit par là? Il faut aussi noter que l'avènement des réseaux sociaux numériques mettent de l'ampleur sur l'existence de ces choses-là. Les choses se passaient, mais on ne voyait pas. Les déviances existaient, comme il a dit, on ne voyait pas. Mais parce que Pierre Kodjo a posé l'acte ici, on court, on filme et on met sur les réseaux sociaux, tout le monde voit ce qui se passe. Cela contribue à la déséducation des enfants, pour ne pas dire des parents qui deviennent, voilà, sur cette figure-là, Manu Militari. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez parlé de la responsabilité des parents tout le temps, mais voilà que les parents ne sont jamais là. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission, vous l'avez dit, ils sont tout le temps partis, en train de chercher le gagne-pain, voilà, et ils sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait de l'absence de toi de parents? Je pense plutôt qu'il faut passer d'abord par la sensibilisation. L'école des parents ne doit pas être exclusivement le rôle de l'État. Si dans un foyer, dans une famille,
dans la famille traditionnelle. C'est-à-dire, quand je parle de la famille traditionnelle, je fais allusion aux oncles, aux grands-pères qui sont de l'autre côté. S'il y a une réunion familiale et qu'on vient et qu'il y a des choses qu'on observe, des choses qui ne répondent pas vraiment à ce que j'appelle la parentalité bienveillante, on met le sujet sur le tapis comme sous un amas palabre et on pose le problème et chacun essaie de débattre pour qu'on tire l'essentiel. Il y a aussi le fait que je pense que les gens ne sont pas alphabétisés. Il y a l'alphabétisation qui doit jouer un rôle très important. J'ai parlé du guide de référence sur la conduite du dialogue parent-enfant en santé sexuelle et reproductive. Si ce livre-là a été traduit dans pas toutes les langues nationales, mais si on prend par exemple Fongbe, Dendi, Batonou, on fait une phase pilote et on invite les parents qui sont alphabétisés. Je pense que cela va contribuer à corriger beaucoup de choses. Parce que jusqu'à présent, des parents pensent que le parent pense que c'est quand les enfants sont exposés au soleil qu'ils contractent le paludisme. Et c'est sur ça, pas de l'alphabétisation. Si l'intéressé est alphabétisé, si le parent est alphabétisé, s'il ne peut pas lire le test, le document qui est écrit en français, s'il est alphabétisé, qu'il arrive à comprendre le contenu et on le suit de près, je pense que cela pourrait corriger beaucoup de choses dans notre milieu éducatif. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, je la repose alors à Eddy. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de l'absence de toi des parents qui sont quand même partis chercher quand même le gagne-pain. Mais pendant ce temps, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et c'est ça le grand danger. Et qu'est-ce qu'on fait de cette absence? Oui, je pense que Enoch a commencé par poser les bases même de la création d'un foyer. Les familles aujourd'hui monoparentales ont fait le lit à beaucoup de situations déviantes. Parce que les jeunes, on ne le dira pas assez, n'ont pas la maturité requise pour toujours trancher quand ils sont face à des situations de vie, situations difficiles de vie ou à des épreuves de vie. Et c'est justement pour ça que les parents doivent être en amont et en aval. Ils doivent être, je ne sais pas, les précurseurs, les personnes là qui constituent la boussole. Mais comment est-ce que le parent veut constituer la boussole si le parent même n'a pas l'information? Et c'est pour ça justement qu'il ne faut pas devenir parent par accident. Ça peut arriver. Mais quand c'est arrivé, comment est-ce qu'on fait pour rattraper, pour corriger le tir? L'école des parents, c'est l'idéal. Je pense qu'il y a des confessions religieuses aujourd'hui qui ont commencé par initier l'école des parents où il faut faire des formations au mariage. Avant même d'aller au mariage, il faut avoir fait 3 mois ou 6 mois de formation, parfois 1 an de formation, pour être informé du rôle qui revient au père et à la mère. Les familles monoparentales aujourd'hui, excusez de le dire ainsi, mais ça court les rues. Ça court les rues. Je ne vous dirai pas combien de personnes je reçois parfois dans nos structures et vous vous rendez compte que les enfants ne travaillent plus à la maison parce que justement l'éducation et la scolarisation sont laissées désormais à la seule mère qui est au four et au moulin. Et c'est bien souvent les pères qui sont partis. Je ne condamne pas le comportement des hommes. Loin de dire que les hommes sont en faute. Parce qu'à chaque famille, c'est réalité. Mais je pense que quand on a des enfants, il faut avoir tout essayé, vraiment tout essayé. Et je mets le tout là en majuscule, il faut avoir tout essayé avant de décider de partir. Et quand on a décidé de partir, mais on peut ne plus vivre ensemble quand on est marié, on peut ne plus vivre ensemble, mais continuer à jouer son rôle de père ou de mère. Et c'est ce qui manque chez nous, malheureusement. Dès qu'on s'est séparés, c'est que la charge revient à celle ou celui avec qui les enfants sont. Je vous dis, j'ai écouté des mères de famille qui ont coulé des larmes pendant des heures. Et de la même manière, j'ai reçu des pères aussi qui n'ont pu se relever. Oui, finalement, les hommes aussi sont des victimes. Oui, il y a, bien sûr, et je l'ai dit, il y a des hommes qui sont aussi des victimes, des femmes qui sont parties. Oui, bien sûr, non, je ne dédouane pas. Je vous le concède, je ne dédouane pas les femmes. Il y a des femmes aussi qui ont des comportements peu recommandables. En fait, c'est dans les deux sens. Mais je pense que dans l'un ou l'autre des cas, les enfants doivent être la priorité.
Et c'est pour ça que Enoch a bien fait de le rappeler. Quand on est devenu parent par accident, comment est-ce qu'on fait? Maintenant, on n'est pas parent par accident. Je ne voudrais pas revenir sur les cas de familles monoparentales ou des familles polygames ou des familles recomposées, où là encore c'est une autre réalité. Où dans la nouvelle famille, les enfants de la femme qui est partie ne sont pas acceptés, ou les enfants de l'homme qui est parti ne sont pas acceptés. Autant de comportements, d'attitudes présentes venant du futur, mais qui peuvent dangereusement jouer sur l'avenir des enfants et donc leur comportement au sein de la société est biaisé. Je pense que le parent qui est sorti de la maison pour aller pour raisons professionnelles, on ne peut pas le condamner pour ça. Mais vous savez, gérer une famille, c'est aussi des objectifs clairs qu'on se définit. C'est une question de priorité aussi. De planification. De planification, merci. On ne peut rien réussir dans la vie sans un minimum d'organisation. Et donc, quand le parent sait qu'il a des enfants à charge, il sait comment est-ce qu'il s'organise pour ne pas être en train de partir tout le temps. Il faut partir un peu et rester un peu. Parce que ce que les enfants retiennent, c'est ce que nous leur avons imprimé comme principe de vie. Quand le parent ne le fait pas, la rue s'en charge ou c'est l'école qui prend le relais et ce n'est pas toujours agréable. Oui, je reviens très rapidement et notre guillemets. L'école qui est censée prendre le relais, comme l'a indiqué Elie Kamikoto, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour redonner à l'enseignant l'autorité qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez cité à l'entame de l'émission, vous avez cité parmi les causes de ce dérapage, là, vous avez parlé du châtiment corporel qui n'a plus le droit de citer. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire revenir, par exemple, on devrait encore avoir recours à l'éducation rigoureuse pour pallier à ces problèmes-là que nous avons aujourd'hui, redonner l'autorité à l'enseignant? Je pense que pour pallier ces problèmes, il faut donner l'autorité à l'enseignant, mais pas en revenant à la case de départ. Je pense qu'on ne peut plus revenir sur le châtiment corporel. Mais si ça a marché, c'est vrai que ça a marché. Oui, il y a aussi, je vais dire, l'éducation de base aussi, ce que tu as reçu à la maison. Si l'enfant, comme il a dit, à un moment donné, vient à l'âge de puberté, il y a des ficelles qu'il faut mettre en place pour cadrer cet enfant-là. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Vous essayez de voir la tranche d'âge, la moyenne d'âge des enfants que vous avez dans votre classe. Et là, l'enseignant se dit, il faut un psychopédagogue, un psychologue clinicien. Voilà, l'enfant à telle étape, à tel niveau, il faut se comporter de cette manière avec lui. Et donc, je pense que, même si l'État n'a pas les moyens, il peut les enseignants qui ont envie quand même d'être un modèle pour l'enfant, peuvent faire l'effort ne serait-ce que de s'approcher des psychologues cliniciens, des psychopédagogues pour leur demander, mais voilà, j'ai tel enfant, j'ai tel nombre d'enfants dans ma classe, c'est la tranche d'âge qui est en face de moi, voilà le comportement qu'ils présentent, qu'est-ce que je dois faire? Et donc là, il faut convoquer, je veux dire, les psychologues cliniciens, les psychopédagogues pour que les enseignants puissent être accompagnés dans la gestion de ces cas de figure. Je voudrais aussi dire que il est aussi compliqué quand l'enseignant se retrouve dans une position de jeu. C'est vrai que j'ai parlé on peut être jeune et sage, mais s'il y a dans le rang de l'enseignant des brebis galeuses, c'est-à-dire dans toutes les corporations, s'il y a des brebis galeuses qui n'arrivent pas à faire la démarcation entre l'école et la vie, la vie en dehors de l'école, où on mélange tout, je pense qu'il faut commencer à sévir. C'est vrai qu'on a que des sanctions des sanctions disciplinaires. On agit sur certains enseignants, mais je pense qu'il faut corser beaucoup plus. Il faut corser beaucoup plus et avoir des séances. Les 5 ans là et les 5 millions d'amendes ne sont pas suffisants. Les 5 ans d'emprisonnement ferme et les 5 millions d'amendes ne sont pas suffisants. C'est suffisant. Et vous savez, dans les départements, je vais parler de milieux reculés, quand une élève est en relation avec un enseignant, c'est un privilège pour les parents. On étouffe l'histoire. On étouffe l'histoire. Et qui étouffe? Il y a l'enseignant qui joue un rôle. Et écoute, je suis très bien habillé, je suis enseignant. Je vais changer la vie de votre enfant. On commence par là. Le parent qui n'a pas vraiment les moyens. Et là, on parle des moyens. Le parent qui n'a pas les moyens et qui veut sortir, peut-être il trouve que sa fille deviendrait certainement, je vais dire, une griffine prostituée, et qu'il ne connaît pas l'avenir de sa fille.
il offre l'enfant gratuitement à cet enseignant qui peut ne pas s'occuper d'elle et elle devient, je vais dire, seule à s'occuper de l'enfant. Et là, le problème se pose. Donc, je pense que il y a les parents qui jouent, qui ont démissionné, comme je le dis souvent, parce que moi, d'habitude, quand je prends la parole, je mets l'accent d'abord sur les parents et beaucoup plus sur les enseignants. Donc, il faut essayer de mettre en place un réseau ou un creuset où on a psychologues cliniciens, psychopédagogues, et les débats sont là, on réunit les enfants, le chef d'établissement aussi est là, et on échange sur vraiment les comportements qu'il faut adopter pour corriger le tir. Alors, un mot rapidement avant qu'on ne commence par donner les apports de ce mot. Oui, vous permettez. Enoch a abordé un point important qu'il convient que les familles adoptent. Les réunions hebdomadaires de famille ou mensuelles de famille. Vous savez, vous l'avez dit, les parents sont en train de partir tout le temps. 30 minutes pour faire le point de la journée, c'est important. Et quand on est en week-end, samedi soir ou dimanche soir, ce que j'appelle le débat du week-end, c'est à ces occasions-là que les parents peuvent échanger avec les enfants. Et s'ils sont, s'ils ont pu mettre leurs enfants en confiance, écouter vraiment le fond des pensées de ces enfants-là. Il y a des enfants qui préfèrent, se confier à leurs amis plutôt que de le faire aux parents. Alors qu'il faut créer l'ambiance de confiance, un climat de confiance qui permet à l'enfant, qu'elle soit fille ou qu'il soit garçon, de se confier à ses parents sans retenue. Parce que j'ai l'habitude de dire à mes jeunes apprenants, vos parents ne voudront jamais ne vous voudront jamais du mal. Les personnes qui se préoccupent le mieux de votre mieux-être et de votre bien-être, c'est d'abord vos parents. Donc, il vaut mieux se confier à ses parents plutôt que de le faire à une. Le parent peut te gronder parce que tu es venu lui annoncer une nouvelle qui n'est pas intéressante. C'est normal, mais c'est ton père et c'est ta mère. Ça ne te donne pas le droit de lui cacher ce qui est de la réalité. Parce que Enoch a dit, les autres ne se préoccupent pas trop de notre bien-être. Mais nos parents, ils s'en préoccupent parce que nous sommes leur espoir. Donc, c'est important que les parents puissent instaurer ces moments d'échange, soit journellement ou tout au moins de façon hebdomadaire, pour qu'on sache que les enfants et les parents sont au même niveau d'information. Et puis, quand les enfants commencent à pousser vers les caractères sexuels secondaires, donc à l'âge de la puberté, on ne doit plus mettre un blocage par rapport à un certain nombre de sujets qu'on devrait pouvoir aborder aisément avec eux, parce que si on ne le fait pas à la maison, ils iront découvrir cela à l'école et ce n'est pas toujours intéressant. Et je voudrais dire, aujourd'hui, le cyberharcèlement, vous savez, Enoch n'a pas manqué de rappeler les impacts des médias sociaux numériques sur l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, cela n'a plus de limite. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, il y a beaucoup de choses, sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui se passent au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des émissions que nous allons colporter chez le blanc, en Occident. C'est que tout ce que l'Occident a fait, on veut l'imiter. Je pense à une émission, Le Bachelor. Voilà une émission... Il y a même un autre maintenant de même facture, on l'appelle quoi, qui veut épousera mon fils ou bien... Voilà. C'est oui. Quand je prends une émission comme Le Bachelor, où on fait l'apologie, on fait l'apologie de, je ne sais pas, du multi-partenariat sexuel. Ça pose un problème par rapport aux valeurs africaines. Parce que je dis, voilà, on montre à la télé une télé-réalité. Est-ce que nos enfants, nos jeunes enfants comprennent que c'est une télé-réalité, même si ça l'était? Il y a quand même des excès que les gens prennent. Les gens se donnent une certaine liberté qu'on ne devrait pas exposer sur l'écran. Et le même homme ou le seul homme qui est en train de courir derrière une dizaine ou une douzaine qu'il peut tripoter, qu'il peut embrasser, avec qui il peut aller en intimité, et puis pas finir. Et ça, je me demande c'est quel modèle on est en train d'imprimer à nos jeunes.
je pense qu'il faut aussi essayer de voir aussi les dessins animés que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dessins animés qui font l'apologie de l'homosexualité. Bien sûr. Et donc, avant de faire voir ces dessins animés aux enfants, il faut soit nous regarder et voir le contenu. Cela éduque l'enfant avant de lui faire regarder cette émission-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et les parents, non seulement sont au milieu de l'éducation des enfants, mais j'insiste toujours, les enseignants aussi ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, quand vous demandez, c'est vrai, il y a les conditions de travail et de vie des enseignants qui sont aussi en vue. Quand vous demandez aux enfants, est-ce que vous avez envie de devenir un enseignant? Je vais dire, sur 10, vous aurez difficilement 2 personnes qui vont accepter. Si vous êtes chanceux. Si vous êtes chanceux. Mais Harry, vous avez, oui, si vous permettez, vous avez parlé de tontine sexuelle. Comment comprendre aujourd'hui? Et Enoch a dit qu'il y a des comportements qui existaient, mais qui aujourd'hui sont en train d'être divulgués, qui se propagent. Et ça je ne sais pas, ça ne fait pas peur. Des élèves aujourd'hui qui décident de se cotiser de l'argent. Ils se cotisent de l'argent, c'est des filles, c'est des filles et des garçons, oui, on se cotise de l'argent et celui qui ramasse, celui dont le tour de ramassage est arrivé, quand il a ramassé, il demande qu'on accorde son gain à l'une des filles du groupe avec qui il sort à loisir, il s'offre des ébats sexuels à loisir. Et après, on tourne. C'est en fait un système tournant. Par rotation. Par rotation. Et puis, là, c'est quand la fille également se retrouve dans le groupe pédagogique. Il y a même... Groupe pédagogique comment? Le groupe de tontine. Voilà, le groupe de tontine. C'est aller au-delà. Aller au-delà où les apprenants se cotisent, et les garçons se cotisent et le lieu du jeu. Voilà, celui qui ramasse la tontine s'offre des services d'une professionnelle de sexe à qui on fait appel de l'extérieur. Voilà. Et il y en a qui se cotisent, on se cotise l'argent et puis on se met en groupe. Patous. Ils appellent ça patous. Je n'en sais rien. Mais on se met ensemble et plusieurs garçons peuvent passer leur tour sur la même jeune fille. Ou c'est plusieurs filles qui se mettent ensemble avec des garçons. Je dis, aujourd'hui, nous assistons à une désacralisation de nos valeurs. Et si nous prenons garde, si nous ne commençons pas à prendre des mesures véritablement sérieuses, je pense que notre société, dans les 5, les 10 prochaines années, n'aura plus nom de société pour laquelle nous sommes en train de travailler, une société qui se veut prospère au plan culturel, au plan économique, au plan social, au plan moral, etc., etc. Je pense que la responsabilité, elle est d'abord pour les adultes. Les jeunes, oui, mais sont-ils suffisamment conscients aujourd'hui du danger qui les guette? Ils oublient que demain n'est pas loin. Demain est tout proche. Est-ce que vous avez eu comme comportement hier pour vous rattraper juste le lendemain? Mais on manque de le leur dire. Pas qu'on manque de le leur dire, on le dit. Mais ils n'en prennent pas la mesure, ils ne prennent pas la gravité de leurs actes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça justement que je parlais des réunions familiales. Je parlerai... Je parlerai aussi, si vous permettez, de la transformation au niveau de nos curricula de formation dans les écoles. Aujourd'hui, l'école se limite à instruire, mais l'école doit aussi désormais avoir une bonne dose d'éducation aux valeurs. Alors, et là, je dis, mais quand on parle même de parentalité responsable, il y a cela qui indique que le parent doit jouer le rôle d'intermédiaire dans tout ce que l'enfant consomme. Quand je dis consommation, je parle de tout ce que l'enfant lit, de tout ce que l'enfant regarde à la télé, de tout ce que l'enfant, voilà, tout ce qu'il découvre sur les réseaux sociaux par exemple. Alors, parce que intermédiaire, en quel sens? Dans le sens où, quand mon enfant doit lire ce bouquin, là, je l'ai dit à lui à l'avant, et je sais que le traitement, voilà, qu'on a fait des thèmes, des différents thèmes développés dans ce bouquin-là, c'est bon pour mon enfant, c'est digeste, il peut lire sans aucun problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer
aux parents justement pour essayer de filtrer un peu tout ce à quoi voilà, voilà, le contact des informations qui ne sont pas destinées mais qui ne sont pas vraiment pour le âge, ce qui découle sur les réseaux sociaux justement. Parce que c'est ça là où le bas blesse. Je pense que ça dépend des différents réseaux sociaux. C'est vrai que tout est à nu aujourd'hui. Et les parents, dans ce contexte-là, comme vous l'avez dit, doivent essayer de s'approprier les différents contenus avant de les faire voir ou de les faire lire à leurs enfants. L'État, vous savez, dans d'autres pays, par exemple, TikTok par exemple, n'a plus le droit de citer des personnes. Et aujourd'hui, c'est TikTok qui est le réseau social qui divulgue un peu de tout. C'est la boîte à Pandore. Vous n'avez pas connu Snapchat? J'avoue que je n'ai pas fait l'expérience. Pour moi, c'est TikTok, la boîte à Pandore. Donc, est-ce qu'il faut interdire cela au Bénin? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vérifier les contenus? Demander, je ne sais pas, la RACA peut-être a commencé à jouer un rôle là-dessus. Mais est-ce que la RACA a les prérogatives pour vraiment contrôler cela? Ça pose un problème. Et donc, je pense que c'est la conscience et de l'État, je parle de l'État en faisant allusion justement à ceux qui s'occupent de l'éducation, le ministère des Affaires sociales et tout. Et je parle également aussi des parents. Est-ce qu'ils ont réellement les moyens qu'il faut pour surveiller cela? Est-ce qu'ils ont réellement le temps qu'il faut pour vérifier cela? On l'a dit au début, à l'entame de l'émission. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir une seule activité et de vivre au Bénin aujourd'hui. Il faut en avoir plusieurs, il faut essayer de toucher à tout, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de la famille. Alors, si le parent d'élève, ou bien le parent tout court est dans cette condition-là, quel temps matériel il a pour vraiment suivre cette chose avec les enfants? Maintenant, on dit souvent que les parents, les mères sont beaucoup plus à la maison avec les enfants. Si vous avez la chance d'avoir une femme qui a été un peu à l'école, une femme instruite, et que vous avez un creuset d'échange avec elle, ou bien vous l'amenez à lire des livres qui participent à l'éducation de l'enfant, je pense qu'elle a un rôle à jouer. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir une femme qui est instruite, autrement dit qui n'a pas été à l'école, je pense qu'il faut l'alphabétiser et mettre à sa disposition des documents écrits dans nos langues nationales pour l'amener à s'approprier les contenus qui pourront permettre à l'enfant de se retrouver dans cette condition qui se pose. Alors, on me fait déjà la main que le temps imparti est... voilà. Je vais vous demander en quelques mots comment faire face à tous ces délits aujourd'hui qui secouent notre société, le milieu éducatif surtout. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, en quelques mots? Avant de conclure, je voudrais citer Mandela qui dit, je cite, l'éducation des enfants. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Je pense que chaque parent, l'État, les enseignants, s'ils peuvent prendre cette citation comme un breviaire, comme leur Bible, décortiquer et réfléchir, ils vont jouer beaucoup de rôle dans la correction des situations qui se posent aujourd'hui en milieu scolaire. Ils vont sauver les meubles si chacun dans son domaine, chacun dans son milieu, chacun dans son domaine de prédilection arrive à agir vraiment. Parce que comme je l'ai dit en termes de cette émission-là, l'éducation c'est comme la musique. Que chacun joue son rôle et puis on aura une bonne musique, on aura l'harmonie de ceux qui vont plaire à ceux qui les suivent. Alors, une question pour Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui où on a l'impression que tout est à l'envers, on voit les choses de leur frère. Voilà, qu'est-ce qu'il faut Je pense que... en tant qu'enseignant ou en tant qu'institution éducative. Merci, Monsieur Lassisi. Je remercie Enoch pour les précieux conseils qu'il a commencé par donner, les précieuses solutions qu'il a commencé par donner. Et je ne dirais pas que tout est à l'envers. Des efforts sont faits chaque jour. Juste que les déviances parfois dépassent l'entendement, si bien qu'on se demande si nous faisons des efforts. Mais on en fait. Chacun essaye, vous le faites déjà.
à travers cette émission, c'est des efforts que vous faites pour sensibiliser, pour éduquer. Mais ça ne va pas s'arrêter. Je partirai des autorités qui doivent davantage prendre la mesure de la situation et constituer aussi des modèles. Les personnes qui nous dirigent doivent aussi constituer des modèles en la matière. C'est heureux que chez nous, ces faits n'arrivent pas souvent au niveau de nos autorités. Mais les autorités doivent prendre la mesure de la situation et non qu'à parler de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà une institution qui peut jouer un rôle important dans tout ce qui est contenu audiovisuel, contenu numérique diffusé dans notre pays. Aujourd'hui, la HAC arrive à réglementer ce qui est diffusé au niveau de la presse. Mais je pense qu'on doit aller au-delà. Il y a des pays dans lesquels, effectivement, il y a des réseaux sociaux qui ont été interdits, où personne n'a accès à ces réseaux sociaux. Chez nous, au Bénin, il y a des chaînes qui n'ont pas pu diffuser sur les différentes antennes, sur nos télévisions, parce que la HAC a sifflé, comment dire, bon, je ne dirai pas, mais parce que la HAC l'a décidé. Et donc, c'est l'église au milieu du village, c'est l'expression. On veut corriger beaucoup de choses. Voilà, merci Enoch. Donc, c'est possible de le faire aussi. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Mais s'il faut arriver là, pour un moment, pour conscientiser, pour sensibiliser, il faudra y arriver. Au-delà, il faut que désormais dans nos curricula de formation, comme j'avais commencé par le dire, nous commencions par nous intéresser un peu plus à la chose éducative et éviter de trop se concentrer sur la chose intellectuelle. L'intellect, oui, mais quelle société aurons-nous demain si nous avons des intellectuels non vertueux? C'est que nous aurons le monde à l'envers. Si nous avons des architectes, des magistrats, des ministres, des députés, des policiers, des enseignants qui n'ont aucune vertu, ça posera problème à l'équilibre de notre société. Au niveau de l'école, il y a des efforts à faire déjà au niveau des enseignants qui doivent aussi devenir beaucoup plus des éducateurs. Beaucoup le font. Il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui, et ça, je leur tire chapeau, sans avoir reçu une formation en psychopédagogie ou en psychologie. Dès qu'ils constatent des comportements déviants, les enseignants n'hésitent pas à rappeler les enfants ou les apprenants à l'ordre. Mais il faut davantage que cela continue. Donc, il faut que les enseignants soient aussi formés à la chose éducative. Et donc, à rappeler cela, dans les écoles, nous devons faire appel à ces compétences-là. En principe, chaque école devrait avoir son psychologue de l'éducation, son psychopédagogue, son assistant social, normalement, pour gérer ces problèmes qui sont non scolaires. Parce que tous les problèmes que rencontrent les enfants en milieu scolaire ne sont pas forcément scolaires. Il y a des situations que rencontrent les apprenants qui n'ont rien à voir avec la scolarité. Mais si les spécialistes ne sont pas là, ces problèmes ne trouveront pas de solution. Il faut aussi aller à la vulgarisation à grande échelle du règlement intérieur. Aujourd'hui, le règlement intérieur est méconnu des apprenants. Je pense qu'il faudra par exemple concevoir un livret à distribuer systématiquement à tous les apprenants dès que l'école, la rentrée scolaire démarre. Et c'est des règles sur lesquelles il faudra éduquer les apprenants à temps et à contre-temps et sanctionner avec rigueur lorsque les élèves tombent sous le coup des règles ou des principes qui sont établis. Au niveau des parents, il faut que les parents se rendent davantage disponibles. On ne fait pas des enfants pour les abandonner. On a beau avoir une famille monoparentale, une famille recomposée, les enfants restent demain notre responsabilité. Et aucun parent n'est fier ou ne sera fier de voir que son enfant est devenu un divorcé social. Les parents doivent aussi instaurer le dialogue permanent avec leurs enfants pour toucher du doigt les réalités que vivent ces enfants-là et parfois qui amènent les enfants à lancer des signaux d'alerte. Parfois, les enfants sont en détresse. Mais les parents, n'ayant pas instauré ce dialogue, n'arrivent pas à s'en rendre compte. Donc, instaurer le dialogue parent-enfant de façon continue. Ça ne doit être pas, je ne sais pas, ça ne doit pas arriver quand papa a trouvé peut-être un week-end de libre. Non, ça doit être continu. Cela doit se faire de façon tout au moins hebdomadaire, pour ne pas dire journalière. Et pour finir, il faut que les parents constituent aussi des modèles. Les enfants, on voudrait les voir émerger, on voudrait les voir réussir, mais ils ne réussiront pas sans prendre appui sur le modèle que constituent les parents. Victor Hugo dira, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et ce sera votre mot de la fin, Edith Karim Koto.
Et mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué, c'est bien sur la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.